la Donc France, oui, ça les fait Français, sur le c'est terrain. la patrie, Mais la là, je me nation, dis, on va est-ce pas qu'on va merder. laisser faire les Alors, choses? je suis obligé d'aller dans le clan des Je suis réformistes, de passer Faut pour pas un que je laisse électoraliste. d'abord J'en ai marre. Je suis plus un normie. Faut que la cisse Je deviens un militant. C'est juste Moi, je suis pas bon. abstentionniste à la base. On peut être militant sans forcément être dans un parti qui parle. Voire Oui. boomer. Donc vous On s'en inquiétez pas, fout de quand je vous l'étiquette dis en qu'on vrai. va faire... Non, bah non, c'est le sujet. En 2022, il s'en est fallu de si peu pour que la gauche soit au second tour. Maintenant qu'on sait qu'il ne manquait que 400 000 voix à la candidature en tête, on peut se demander pourquoi une grande partie du peuple a fait un autre choix. Le peuple n'est pas un bloc homogène, les abstentionnistes, les écolos, les communistes et tous les autres. Autant cette diversité peut faire la richesse du peuple, autant le désir de se différencier peut parfois être contre-productif. Dans cette série de vidéos, je parle essentiellement des causes de la défaite de 2022 qui viennent du camp du peuple. Je parle peu des attaques de la droite et des grandes puissances financières avec leur disproportion de moyens. Non, je me concentre plutôt sur ce qui a foiré de notre côté. Le manque de motivation, les erreurs stratégiques, ce genre de choses. Si je fais ça, c'est pour une très bonne raison. Si ça vient de nous, alors on peut le changer pour gagner à la prochaine présidentielle. Parce que oui, c'est quand même ça le but de toutes ces rétrospectives au final. Le sujet de cet épisode, c'est aussi quelque chose qui est de notre fait. Et pour le coup, c'est quelque chose qui va être très difficile à changer. Mais on va pas partir perdant. Si vous avez vu l'épisode 2, vous savez ça. Évidemment, ça vaut tout de même le coup d'essayer. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'identité. Vu la complexité du sujet qu'on va aborder, on va avoir besoin de définir 2-3 trucs. On va faire une petite autopsie sémantique. Les mots. Comment ça marche ? On utilise des mots ou des expressions quand on parle, quand on pense. On les utilise pour se référer à des trucs. Comme ça, on peut parler d'objets, d'idées, de concepts. C'est hyper utile. Ça, c'est une banane. Pour la suite de l'épisode, j'appellerais ça des étiquettes, comme si on avait mis une étiquette sur un produit pour savoir de quoi on parle. Rentrons dans le monde des étiquettes pour en comprendre certaines subtilités. Parfois, ces étiquettes sont parfaitement claires. Elles correspondent à une chose très tangible qu'on peut pointer du doigt, banane par exemple, ou elles peuvent être définies de manière très précise, qui laisse peu de doute sur le sens du mot. Par exemple, l'année 2022, ça pointe sur un laps de temps hyper précis sur lequel on est tous d'accord. Parfois, à l'inverse, les étiquettes sont pas claires, mais genre pas du tout. Par exemple, l'étiquette « La campagne présidentielle de 2022 », on sait à peu près ce que ça veut dire. Mais on peut aussi se disputer pour savoir si ça inclut 2021 ou pas. Et personne n'aura techniquement raison plus qu'un autre. Et c'est un spectre, hein. Il y a des étiquettes hyper claires, d'autres un peu floues, puis de plus en plus floues. Truc ou machin, là c'est les étiquettes les plus floues possibles. Le sens précis dépend entièrement du contexte. Voilà la base sur les étiquettes. Maintenant, l'adjectif « cool ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Allez-y, essayez, vous là, de réfléchir à une définition claire de « cool ». Difficile, hein ? Pourtant, quand vous voyez quelque chose ou quelqu'un, vous avez un sentiment sur si c'est cool ou pas. Le truc, c'est que vous aurez du mal à expliquer pourquoi avec une définition hyper limpide. Le fait de dire qu'une chose est cool est très subjectif et apporte une information, un avis de votre part. En disant d'une musique qu'elle est cool, vous ne faites pas que la décrire. Vous prenez parti sur le fait qu'elle devrait être considérée cool par les autres. L'impression de ce qui est cool ou non vient des choses qui sont déjà nommées cool actuellement. Les étiquettes ont un aspect social, un sens qui émerge de leur usage concret en société. Ok, mais pourquoi tout ça nous intéresse aujourd'hui ? Eh bien parce que le fait de coller des étiquettes aux gens ou à soi-même peut être une des choses les plus toxiques et contre-productives qu'on puisse faire. Ça peut nous mener à avoir des attitudes irrationnelles, à vouloir se conformer à des standards néfastes, à créer des divisions et des tensions inutiles entre des gens qui gagneraient bien plus à donner une priorité à leur intérêt commun. Pourquoi on parle d'étiquette tout ce temps alors que je vous ai dit qu'on parlerait d'identité ? Tout simplement parce que notre identité peut être définie comme l'ensemble des étiquettes auxquelles on pense correspondre, ou auxquelles on cherche à correspondre. On parle de jouer un rôle, de faire partie d'un groupe, de porter une casquette, bref, d'avoir comme identité cette étiquette. Quand quelqu'un cherche à avoir un rôle, une dérive fréquente, c'est de ne pas chercher réellement à avoir ce rôle, mais plus à ce que les autres disent et reconnaissent qu'on a ce rôle. Et oui, d'autres portent déjà cette étiquette. Pour être reconnu par eux comme un des leurs, il est possible que la personne essaye en priorité de leur ressembler, de se fondre dans le moule de ce groupe-là. Vous voyez peut-être venir le problème. Si la personne s'est juste conformée au premier groupe de gens qu'elle a croisé qui s'attribue l'étiquette, l'identité qu'elle porte maintenant peut devenir juste une coquille vide de tout sens, à mille lieues de toute définition que l'étiquette pouvait avoir initialement.
Si vous avez vu le film Attrape-moi si tu peux, c'est vraiment la version extrême de ce concept. Le mec se fait passer pour un pilote juste en ayant un costume de pilote et en prenant toutes les habitudes et expressions que prendrait un pilote. Mais le jour où on lui demande de piloter un avion, ça peut mal tourner. Il y a des gens qui se font passer pour des journalistes, et quand on leur demande de nous donner des infos, ça peut mal tourner aussi. Vous en avez marre d'être critiqué? Une fois que vous vous êtes attribué l'étiquette, vous voulez la valoriser, car ça vous valorise vous aussi. Donc vous allez être plus tolérant et sympa avec ceux qui prétendent porter cette étiquette qu'avec ceux qui la critiquent et la remettent en question. Et naturellement, ça crée des dynamiques de clan. Et dans tout ce processus, on rappelle que l'étiquette peut se vider complètement de son sens. À un certain stade, ce qui importe pour votre quête de reconnaissance, c'est juste d'avoir cette étiquette, et que cette étiquette soit valorisée dans votre groupe social. Bon, si tout ça vous paraît un peu théorique, vous inquiétez pas. Plus loin, on va parler d'étiquettes politiques, communistes, écologistes, anarchistes, etc. Mais commençons avec un petit exemple, l'étiquette socialiste. Au début du XXe siècle, le socialisme, c'était la sortie du capitalisme par la disparition de la distinction travailleur-capitaliste, le passage des moyens de production sous propriété collective de l'État ou des travailleurs, etc. Pensez à Jean Jaurès, qui se disait socialiste. Il parlait de collectivisation volontaire partielle des moyens de production. Globalement, le sens du mot était plutôt clair. 1971, au congrès d'Épinay, François Mitterrand prend la tête du Parti socialiste et déclare « Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » Puis, quand Mitterrand arrive réellement au pouvoir en 1981, il nationalise à peu près un quart de l'économie privée française et fait passer un tas de lois favorables aux travailleurs. Mais dans les 75% d'entreprises privées restantes, on garde une classe possédante et une classe de travailleurs. Rupture avec le capitalisme, assez limitée au final quand le PS est au pouvoir, donc. Maintenant, écoutez comment parle Lionel Jospin en 1998. Moteur des marchés, souple, innovant, le capitalisme crée, dans le même temps, des richesses et des inégalités sans précédent. Parce que je veux maîtriser cette réalité, la transformer, la rendre plus juste, je reste socialiste. Donc là, selon lui, il est socialiste parce qu'il veut rester dans le capitalisme en le réformant un petit peu. Il était activement en train de changer le sens de l'étiquette socialiste, là. Et bien sûr, un peu plus tard, on a... ma vie est liée au socialisme, pas au parti socialiste, au socialisme. Donc socialiste, je suis socialiste, je serai. Vous voyez le problème, je pense. Juste au cas où c'est pas encore 100% clair, allons encore plus loin. Moi, je suis socialiste, et je l'assume. Et voilà, le mot socialiste ne veut plus rien dire. Vous voyez à quoi ça peut mener de confondre le groupe de gens qui se revendiquent d'une étiquette et l'idée derrière l'étiquette initialement ? J'appelle ça l'étiquettisme. Utiliser un mot sans se baser sur une de ses définitions claires, mais en se fiant la place à des vibes, créant potentiellement un in-group et un out-group, et des dynamiques irrationnelles liées à ce groupe ou à cette vibe. L'étiquettisme peut détruire le sens des mots, mais vous allez voir que les problèmes peuvent aller encore beaucoup plus loin que ça. Comme on le verra dans la suite, au sein des forces censées être du côté du peuple, il y a une tendance à s'identifier fortement à des étiquettes, à les surutiliser, etc., menant à un tas de conséquences négatives. Au final, tout ça est lié à l'ego, à l'identité et aux liens sociaux. Il est donc très difficile de s'en défaire. Quand on commence à remettre en question une de tes étiquettes, d'un côté tu dois accepter que cette partie de ton identité est négative, et tu dois aussi te couper d'une partie de ton groupe social, voire faire d'anciens amis de nouveaux ennemis. Alors qu'en te remettant pas en question, tu peux rester dans le déni, continuer à croire que ton identité est stylée et continuer de passer des bons moments avec ton groupe. Donc en gros, on a affaire à un mécanisme qui vous pousse à agir d'une certaine manière, qui peut être irrationnelle, ou à défendre des positions qui peuvent être nuisibles, sans quoi vous devriez vous remettre en question et vous couper d'une partie de vos proches. Et attention, là on parle que des étiquettes que vous vous mettez à vous, mais il y a aussi celles qu'on met aux autres. Et là, c'est le même problème. Vous allez vouloir que les étiquettes qui sont sur eux, que vous n'aimez pas, soient dévalorisées. Et vous allez vouloir que les gens que vous n'aimez pas aient des étiquettes qui dévalorisent. Très vite, tout ça détruit la nuance, ça polarise, et surtout ça empêche la bonne compréhension, ça crée de l'obscurantisme, parce qu'on arrête de penser avec des définitions et on commence à se fier à des vibes. Par exemple, on va commencer à dire que quelqu'un est bourgeois parce qu'il va dans certains restaurants, au lieu de se baser sur la part de ses revenus qui provient de son capital. Tous plein de gros cons bourgeois qui attendent juste pour manger un bout de viande. Vous croyez que ça peut avoir des conséquences politiques négatives, ce genre de truc, ramené à l'échelle d'un pays ? Eh bien, on va voir les conséquences qu'on a pu observer en 2022 par exemple, en faisant le tour des pires étiquettes.
Attention avant de commencer, petit disclaimer. Dans cet épisode, je vais remettre en question un tas d'étiquettes auxquelles vous êtes peut-être attachés, anarchiste, communiste, écologiste, etc. Ça ne veut pas dire que je m'oppose forcément aux idées sous-jacentes que peuvent décrire ces mots. Si vous portez une de ces étiquettes, vous allez peut-être vous sentir attaqué. Mais restez au moins pour m'entendre critiquer les autres. Il y a toute une seconde partie qui critique les journalistes. Essayez surtout de comprendre la critique d'ensemble que j'essaie de transmettre à propos de ce concept. Si vous êtes capable de faire ça, ça sera un beau moment pour l'humanité. Ceux qui se disent anarchistes. Le tatouage, il est un petit peu cracra parce que je l'ai fait juste avant de venir, donc forcément, il n'est pas encore tout à fait fini. Vous êtes sur le stand du groupe Pierre Kropotkin de la Fédération anarchiste. Et je pense que la lecture de La mémoire des vaincus de Michel Dragon, ça peut pas laisser indifférent. Je te l'offre. Pour moi, c'était de la militance d'être nomade déjà, de vivre en camion et d'être un peu dans le rejet de la société. J'ai fini à l'AFA et pour l'instant, je m'y sens bien, ce qui ne veut pas dire que dès que ça m'emmerdera, je me casserai pas. Mais L'étiquette anarchiste est probablement l'exemple le plus pur de ce problème. Demandez à deux personnes différentes se revendiquant anarchistes ce que ça veut dire sur leur position politique concrète et vous aurez deux réponses totalement différentes. Parfois, l'anarchie, c'est une société où l'ordre et l'harmonie émergent naturellement chez les gens, en l'absence de loi explicite. L'anarchie, ce n'est pas non plus le désordre en tant que tel, c'est l'absence d'un pouvoir constitué. Une autre forme que la forme ordinaire d'un état de droit qui impose des comportements par la puissance de la légalité. Et parfois, l'anarchie, c'est des lois et un système pour les appliquer. Faut pas confondre tous les courants anarchistes. Moi, je suis anarchiste individualiste. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est une société en démocratie directe, purement et simplement. C'est quoi les citoyens vont écrire leurs lois, vont les voter eux-mêmes. Étant infiltré au sein de la gauche pendant la campagne de 2022 et les années qui ont suivi, j'ai eu le plaisir de discuter avec des dizaines de personnes se disant anarchistes. Moi, je suis un anarchiste convaincu. Anarchiste, c'est un terme qui est apprécié notamment par les jeunes comme moi aussi. Moi, politiquement, je suis anarchiste. Par exemple, Bakounine, tu connais ? J'ai lu tout Bakounine, ouais. Et après toutes ces discussions, je n'ai pas encore réussi à obtenir une description cohérente du projet politique sous-jacent, qui ne provoque pas instantanément un désaccord avec au moins la moitié des autres personnes se disant anarchistes. Et quand on leur demande leur avis sur l'élection... Quand je dis que je suis abstentionniste, c'est parce que je pense qu'il faut dépasser cette question du vote et penser la politique en dehors des élections. Moi, j'ai plusieurs arguments pour l'abstention. On a une illusion de démocratie, clairement. On a une belle illusion. J'irai pas voter. J'ai eu piscine au second tour. Soit je m'abstenais, soit j'irai voter Le Pen. Ces gens ne vont pas voter, mais n'ont aucune explication rationnelle de pourquoi. Ils essayent d'expliquer parfois ne pas vouloir légitimer l'État et l'élection, sauf qu'augmenter l'abstention ne délégitime pas le pouvoir de l'État, comme on l'a vu dans l'épisode 3. Mais très souvent, quand on leur explique ça, ils restent campés sur leur position en expliquant qu'ils sont anarchistes et que ça fait partie d'être anarchiste de ne pas voter. Il y a des réseaux entiers de gens comme ça, assez organisés. Par exemple, la Fédération anarchiste dont fait partie ce monsieur, qui a toute une section sur leur site intitulée Abstention Rébellion, où il publie carrément une liste d'arguments pour convaincre les gens de s'abstenir. Allons voir ça. Nous n'irons pas voter. L'élection est-elle réellement démocratique ? Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Rien de tout ça ne justifie de s'abstenir, comme on l'a vu dans l'épisode 3. Il n'y a en fait aucun argument valide sur cette page. Par contre, il y a ce passage qui est très parlant. Le refus des élections est un élément identitaire essentiel du courant anarchiste. Ils le disent noir sur blanc. C'est littéralement parce que c'est un truc qui fait partie de leur identité. Ces images-là, elles viennent d'un reportage sur une rencontre internationale d'anarchistes en Suisse. Ceux qui veulent un État et ceux qui n'en veulent pas. Ceux qui sont pour aller voter pour la gauche et ceux qui sont pro-abstention vont tous pouvoir se rejoindre dans cet événement, juste parce qu'ils se mettent tous l'étiquette anarchiste. Si bien qu'au final, on a l'impression que c'est beaucoup plus une vibe, une esthétique, des habitudes de lecture, de pratique qui les rassemblent, plutôt qu'un projet de société précis et réellement implémentable à un moment. Anarchiste en tant que vibe. C'est vraiment ce rapport-là dont je parle quand je parle d'identité autour d'une étiquette. Par exemple, cette personne essaye de cacher son visage. Bon, c'est pas très réussi, mais écoutez bien ce qu'il répond quand on lui demande pourquoi il fait ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as préféré être masqué ? Parce qu'il y a une culture de l'anonymisation. Et c'est vrai, c'est un élément culturel chez ces gens. Par exemple, l'influenceur l'anti-stream qui porte toujours une cagoule. En tant que libertaire chiant et qui déteste les élections... Il y a des pavés, des cocktails Molotov, des couleurs à respecter, c'est trop mignon. Il y a des logos, des drapeaux, des musiques et des chants à connaître pour faire partie du groupe. Toi, tu connais. Ça fait tac, 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 tac. Siamo tutti antifascisti.
S'ils croient que leur projet de société est réellement bon pour tout le monde, ils devraient vouloir convaincre un maximum de gens, pas déjà convaincus, d'adhérer à l'anarchisme. Et dans ce but, ils pourraient se dire que correspondre à tous les stéréotypes les plus caricaturaux d'un anarchiste n'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, pourquoi ils font tout ça ? Sans doute parce qu'ils veulent correspondre à l'identité du groupe, pour que les gens déjà dans le groupe reconnaissent qu'ils en font bien partie. Un abstentionniste lambda qui ne se considère pas anarchiste, qui se revendique d'aucune étiquette, va pouvoir avoir une discussion avec vous sur l'abstention et peser le pour et le contre. Mais avec la personne se disant anarchiste, il y aura un frein de plus, son identité et son cercle anarchiste. L'influenceur Tzitzimit, par exemple, qui se dit anarchiste mais qui vote pour la gauche, il explique bien. Je me présente comme anarchiste, je suis anarchiste, je suis communiste libertaire. C'est franchement pas la position la plus courante chez les communistes libertaires de voter Mélenchon. Je pense franchement que ma position est minoritaire parmi les gens qui se disent anarchistes. Mais c'est bien, du coup, t'admets que la majorité des anarchistes pensent pas comme toi. J'en ai eu des gens qui m'ont cancel de l'anarchisme. T'es pas assez pur. J'étais pas vraiment anarchiste, et donc... ah d'accord, j'avais pas le droit de me revendiquer anarchiste. Vu qu'il se met l'étiquette, il est incité par le groupe qui s'est formé autour de l'étiquette à devenir abstentionniste, car il le menace de lui retirer l'étiquette s'il ne change pas d'avis. On voit très bien ici comment l'attachement à l'étiquette crée un problème politique qui n'a pas du tout lieu d'être. Normalement, il devrait pouvoir débattre avec ces gens à propos de leur désaccord sur l'abstention, argument contre argument, sans rentrer dans le débat de savoir si tel ou tel avis est anarchiste ou non. L'usage de l'étiquette ne fait que compliquer inutilement le débat, au lieu qu'il reste sur le fond. Heureusement, Tzitzimit trouve bien plus important l'impact réel de ses actions politiques que d'être considéré comme anarchiste à tout prix. Plus l'étiquette définit votre identité, plus il y a de chances que vous cédiez à la pression du groupe constitué autour. Anarchiste, c'est un terme qu'on peut utiliser pour se définir avec une certaine once de fierté par rapport aux antécédents historiques justement de l'histoire de l'anarchie qui est quand même assez impressionnant. La Catalogne de 1936. La fierté d'appartenir à ce groupe historique. Ouais, on est vraiment sur un sentiment d'identité. S'il y a une fierté à avoir, est-ce qu'elle ne devrait pas être la fierté de porter des idées solides sur le fond, qui résistent aux contre-arguments ? Une fois qu'une étiquette existe, même des gens qui s'en réclament pas du tout vont défendre des actions avec lesquelles ils sont en désaccord en les justifiant par le fait que cette identité existe en société. Vous allez entendre des phrases du style « Je ne pense pas que s'abstenir est une bonne idée, mais on peut comprendre que lui il fait ça, il est anarchiste ». Les gens qui disent « Moi je vais pas voter, ils n'auront pas ma voix, etc. etc. » Ça m'a toujours paru un peu... Après, sauf si t'es anarchiste. Si t'es anarchiste, je comprends que t'ailles pas voter, quoi. Oui. Ça, c'est Guillaume Meurice qui explique qu'il trouve illogique et égocentré de s'abstenir. Mais quand le gars en face lui dit « Sauf pour les gens qui se disent anarchistes », Meurice répond que oui, pour eux ça va. Mais c'est pas parce que dans sa tête, il se pense anarchiste en le faisant que l'action change ou que ses conséquences sont différentes. L'existence même d'une identité forte autour d'une étiquette peut normaliser des choix avec lesquels plein de gens sont en désaccord. En l'occurrence, l'étiquette anarchiste normalise l'abstention, un choix qui mène à une défaite du peuple. Vous voyez le problème ? Et il y a un tas d'autres étiquettes dont les gens se réclament en ayant le même type de comportement. Je suis trotskiste, donc je suis dans un parti trotskiste depuis 2003. On n'arrivera pas à nous faire voter, nous, trotskistes, pour Mélenchon, au premier tour. De toute façon, c'est trop compliqué pour nous. On a trop de convictions profondes et le programme de Mélenchon est trop différent du nôtre. C'est pas possible. Voilà. Attendez, je crois que j'ai entendu des bourgeois rigoler. Mais je sais pas si c'était chez moi ou si c'est dans le local de chez vous. Lui a cette profonde fierté d'être trotskiste depuis 2003, hein. Et donc il se sent obligé de voter pour un parti ayant l'étiquette trotskiste. Or, comme on a vu dans le premier épisode, voter pour ces petits partis réduit la probabilité d'une victoire de la gauche. Donc pour quelle raison il le fait ? Est-ce qu'il y a un raisonnement logique, une stratégie derrière son choix ? Non, c'est complètement irrationnel, mais il est trotskiste depuis 2003. Donc il vote trotskiste, c'est comme ça. Encore une fois, l'identité créée autour de l'étiquette, ici trotskiste, rend beaucoup plus difficile la remise en question. Les gothiques, les geeks, les skaters, les émos, imaginez ça mais avec les étiquettes politiques, et voilà, vous avez compris toute la dynamique dont je parle. Premier degré, c'est une très bonne analogie, la cour de récré du collège. Les gens choisissaient quel groupe rejoindre en fonction de la vibe, de si l'esthétique leur plaisait, de leurs liens sociaux, etc. J'ai bien peur que plein de gens aient plus ce rapport-là à la politique, plutôt que d'être là pour des convictions de fond super claires et limpides dans leur tête. Cette approche étiquettiste et identitaire de la politique, on peut la retrouver autour de chaque parti étiqueté de gauche. L'étiquette socialiste, comme on l'a vu, a perdu beaucoup de son sens à cause des trahisons du PS. Mais il y a encore plein de personnes qui s'identifient fortement comme socialistes. Bah écoutez, on va rénover ce parti, non ? Il dit qu'il veut changer le nom. S'il laisse le nom, je le reprends.
parce que moi je suis socialiste, vous comprenez? Or, le Parti socialiste a déjà eu les pleins pouvoirs, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis retrouvé le 21 avril 2002. En 2012, le PS gagne la présidence de la République, une majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils avaient les mains totalement libres pendant 5 ans pour implémenter leur agenda. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Le programme du patronat, réduction de la protection des salariés dans le code du travail avec la loi El Khomri, le CICE, 20 milliards d'argent public inconditionnel chaque année pour les entreprises privées, majoritairement captées par les actionnaires des grands groupes. Ils ont nommé Macron ministre de l'économie, Manuel Valls Premier ministre. Ils ont repoussé l'âge de départ à la retraite de 1 an et demi. Mais malgré tout ça, certains restent convaincus aujourd'hui que ce parti est de gauche et qu'il aurait encore un lien avec Jean Jaurès, le progrès social, ou même le dépassement du capitalisme. Rémi Goubert, par exemple, il pense qu'on ne peut pas être de gauche sans être anticapitaliste et il est favorable aux coopératives de travailleurs. Mais parce qu'il s'identifie comme socialiste, il est au PS. Sur le social, je considère que si on en est de gauche, on est anticapitaliste. Enfin, être anticapitaliste, ça ne veut rien dire, il faut proposer un modèle. Moi, c'est le modèle coopératif, c'est l'autogestion des moyens de production via des scopes. Toutes ces questions, ce sont des questions que tu tiens toi, mais ce ne sont absolument pas des sujets qui sont défendus par le Parti socialiste. Ce que je te propose, c'est que vous m'aidiez à fonder ce courant dans le Parti socialiste. Ok. Mon Dieu. Tout le monde rigole, parce que ça semble vraiment déconnecté de défendre ses positions tout en étant au PS en 2022. Vous vous rendez compte à quel point juste l'étiquette peut influencer des gens à faire des choix contraires à leurs opinions politiques de fond, les menant par exemple vers le mauvais parti? Les idées de Rémi Goubert semblent proches du sens initial de socialisme, mais n'ont rien à voir avec celles des gens actuellement présents au Parti socialiste. Mais c'est quand même ce parti qu'il choisit de rejoindre. Vous vous rendez compte à quel point juste l'étiquette peut influencer les gens à faire des choix contraires à leurs opinions politiques de fond? Socialiste en tant que vibe. Et puis, comme avec d'autres étiquettes, il y a des gens qui se servent du flou de l'étiquette socialiste pour essayer de justifier de choix désastreux. Écoutez par exemple cette autre militante du PS dans cette discussion qui n'utilise que des étiquettes pour justifier de ne pas voter pour le candidat en tête à gauche. Moi, en tant que militante socialiste, universaliste, je ne me reconnais pas forcément dans la gauche que propose Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi, j'avoue que j'ai un peu de réticence et j'avoue qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'électrice de gauche et socialiste, je suis perdue. Pour les gens qui n'auraient pas saisi le problème de chercher à se reconnaître à tout prix dans un parti avant de pouvoir voter pour lui, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode de la série. En tant que socialiste, je ne peux pas faire X. En tant que trotskiste, je ne peux pas faire Y. Dès que vous entendez « en tant que insérer étiquette, je ne peux pas faire insérer action plutôt rationnelle », vous êtes probablement face à quelqu'un qui est matrixé par ce genre d'identité liée à une étiquette. Normalement, il y a une raison explicable pour laquelle tu peux pas faire une action. Tu peux pas juste dire « je suis de telle étiquette, donc je ne peux pas faire ça ». Quand une personne utilise cette formulation, il est très probable que ce que la personne a réellement en tête, inconsciemment, c'est « si je fais cette action », alors je ne pourrai plus me revendiquer de cette étiquette par la suite, notamment parce que mon groupe social ne me reconnaîtra plus comme tel, ce qui n'est évidemment pas une raison valide de faire une action qui aura des conséquences négatives. Bref, voilà pour l'étiquette socialiste. Ensuite, on a bien sûr l'étiquette communiste. C'est vraiment une des pires étiquettes qui engendre le plus de confusion. Tout d'abord à cause du Parti communiste français. Et oui, on a un certain nombre de gens en France qui votent pour le PCF, dans un contexte où il est complètement impossible qu'il soit au second tour, parce qu'ils s'identifient comme communistes. En tant que personne du PCF, proche du PCF, je n'ai pas ma carte au PCF, en tant que personne proche historiquement du PCF, et je dis proche historiquement, je ne suis pas proche de Fabien Roussel du tout. Le youtubeur Linguisticae, on l'a mentionné dans l'épisode 2 sur le défaitisme. Il décrivait le vote pour le candidat en tête à gauche comme un leurre. Finalement, il est allé voter pour Fabien Roussel au premier tour 2022, le candidat du Parti communiste, et a continué de défendre ce choix bien après l'élection. Pourtant, il a l'air de souhaiter la victoire de la gauche. Comment on explique son choix? Quand on lui demande le raisonnement, la logique derrière son choix, parfois, il donne juste l'argument qu'il vient d'une famille communiste, qu'il a historiquement toujours été proche des communistes, et que donc ça justifierait de voter pour Fabien Roussel. L'étiquette communiste semble faire partie de son identité, et il ne veut pas la perdre. Cette inculcation dans l'étiquette communiste, même pour beaucoup de membres du PCF, ça vient de leur famille. Yann Brossa, par exemple. Votre grand-père, à l'époque, a purgé 20 ans de réclusion pour avoir espionné Israël au profit de l'URSS. Vos parents se sont rencontrés au sein de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire. Vous êtes entré en politique à l'âge de 17 ans, au Parti communiste. Oui, bien sûr. Il y avait une forme de prédisposition. Je ne suis pas devenu communiste par hasard. Je suis convaincu que le communisme est une idée moderne et que le Parti communiste a un avenir dans ce pays et donc il a besoin de s'incarner.
Ça nous permet de parler d'une des forces majeures qui pousse énormément de gens à l'adopter, cette identité politique. Leur famille. Oui, faut pas oublier qu'énormément de gens, à gauche comme à droite d'ailleurs, vont juste voter comme leur famille. Tu voterais qui si tu pourrais choisir? Je suivrai ma mère, sincèrement. C'est elle qui décide. Je suis le mou, je lui fais confiance. Ouais, t'as raison, au moins la maman. Hein. On a parfois des gens qui se réveillent à 40 ans en se demandant pourquoi ça fait 20 ans qu'ils votent pour tel bord, qui commencent à s'informer et à réfléchir, et qui se rendent compte que c'était juste par défaut, parce que leurs familles ont toujours voté comme ça, et qu'en y réfléchissant un peu par eux-mêmes, ils avaient un meilleur choix à faire tout ce temps. C'est quand même dingue de faire campagne pour un gars sondé à 3% alors qu'il y a un candidat de gauche sondé 3 fois plus haut, juste parce qu'on a l'étiquette communiste. Je suis en campagne avec Fabien Roussel, avec l'esprit de conquête. L'identité communiste a donc mené certains à faire le mauvais choix dans l'élection présidentielle 2022. Mais c'est très loin d'être le seul problème causé par cette étiquette. La confusion entre toutes les différentes définitions théoriques du communisme, les centaines de différents partis à travers le monde qui se sont dits communistes historiquement, dont certains sont arrivés au pouvoir et ont donné des régimes autoritaires bien plus proches de l'extrême droite, tout ça a complètement empoisonné l'étiquette communiste, à un tel point qu'utiliser le mot aujourd'hui sans immédiatement préciser la définition qu'on est en train d'utiliser mène à une perte de sens totale. Sauf qu'il existe des personnes qui se disent communistes et qui vont premier degré défendre des régimes horribles. Ça a existé historiquement au sein du PCF avec la défense du stalinisme, mais ça n'a pas l'air terminé vu que leur secrétaire national ne semble toujours pas très au clair sur la question. Alors lui, je ne sais pas comment on peut les classer. D'un côté, il a participé à la libération et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays. Je sais pas où le mettre. Lui. Camarade ou pas camarade qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui quoi? Le général qui a fait... Oui, eh ben alors, on le met là. J'espère que le PCF a recruté 2-3 de ses enfants de 12 ans comme conseillers politiques pour améliorer leur position sur ce sujet. Mais cette ambiguïté n'existe pas seulement au sein du PCF. D'autres gens qui se revendiquent communistes peuvent parfois être désastreux sur le sujet. Les youtubeurs de la Pas du Team, Dr Zoé, Pas du Ring et Position Revue, se disent communistes. Ça serait difficile de l'oublier vu à quel point ils le rappellent tout le temps. Je savais maintenant où était mon camp, chez les communistes. Une vision qu'on doit combattre quand on est progressiste et communiste comme nous. Nous, on est communistes, on est des communistes. S'identifier comme communistes semble très important pour eux, à un tel point qu'ils vont passer des heures et des heures à discuter du passé, de ce qui est pour eux le mouvement communiste historique, mais ils vont en parler d'une façon un peu particulière. Pas du Ring va faire des posts à la gloire de Lénine, poster des gifs en disant ils sont pas prêts pour le retour de Mao, tweeter sur la nécessité de re-staliniser la gauche internet. Bon, a priori, on pourrait lui laisser le bénéfice du doute, c'est des posts un peu edgy, peut-être second degré, voilà. Sauf que quand cet utilisateur Twitter fait un thread pour expliquer que l'URSS sous Staline était un régime de capitalisme d'État sans démocratie, et qu'on pouvait même dire qu'il cochait pas mal de cases pour être qualifié de fasciste, Pas du Ring décide de faire une réponse de mauvaise foi totale. La preuve ultime du fascisme de l'URSS, leur drapeau flottait à Berlin en 1945. C'était donc des nazis. Ok, beau sarcasme, mais bon, pourquoi répondre comme ça à un thread de critique de l'URSS si le système qu'il défend n'a rien à voir avec l'Union soviétique? Apparemment, ces critiques de l'URSS le gênent. Avec Position Revue, il va faire des vidéos entières pour critiquer les trotskistes avec des arguments assez bizarres. Le trotskisme a une petite responsabilité dans l'anticommunisme qu'on vit dans les sociétés occidentales. Si nous, on vient crier avec le loup impérialiste, oui, les crimes de Staline, machin, dans les années 60, alors que tu vas avoir la montée d'un anticommunisme pendant la guerre froide et tout ça, moi je trouve que ça a été un CSC, quoi. Le stalinisme, c'est un léniniste de guerre aussi. Voilà. Hein. C'est un léniniste dans des conditions de stress et tout, où les mecs ils bureaucratisent de fou, mais aussi parce qu'il y a des raisons historiques. Et encore une fois, je vais passer pour un putain de stal, mais c'est vrai, tu vois. Il pense que ce qu'il vient de dire pourrait le faire passer pour un staliniste. Mais pourquoi on pourrait penser ça? Bah déjà parce que selon lui, les trotskistes qui critiquaient Staline renforçaient l'anticommunisme. Donc le communisme et le stalinisme semblent être amalgamés. Vous voyez tout de suite là l'énorme problème posé par l'usage de l'étiquette communiste sans la définir clairement. Pas du Ring se dit communiste, donc si critiquer Staline c'est de l'anticommunisme, il se range lui-même du côté de Staline. Mais bon, ça serait fou de penser ça, parce qu'il critique sûrement le stalinisme. Pas vrai ? Alors, j'ai beaucoup cherché, et c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où le stalinisme semble être critiqué, mais bon, le langage utilisé, je vous laisse juger par vous-même. Le trotskisme, alors anticommuniste, qui est un anticommuniste critique, où on comprend, tu vois, ils disent oui, voilà, le communisme réel a eu ses soucis, le stalinisme a fait, je sais pas, les grandes purges, les procès politiques, enfin, je veux dire, c'est des choses avec lesquelles on peut être d'accord. Les critiques du stalinisme sont des choses avec lesquelles vous pouvez être d'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord ?
veux dire, c'est des choses avec lesquelles on peut être d'accord. Mais c'est des choses aussi qui ont pu être instrumentalisées. Et en fait, sur ce sujet avec eux, c'est toujours la même rhétorique. Il y aurait des choses à dénoncer hypothétiquement. Par contre, attention, parce que les instrumentalisations de la droite arrivent très vite. On doit en parler, clairement, parce qu'aussi, avoir des œillères là-dessus et puis faire comme s'il n'y avait eu aucune erreur dans le stalinisme, par exemple, bah, ça peut aussi faire partie de ce qui rend les communistes inaudibles. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle, ça c'est pas un souci. Mais au contraire, rentrer dans une propagande totalement anticommuniste, ça rend aussi les communistes inaudibles, parce que du coup, ça vous attache les mains, quoi. Attendez, venez, on s'arrête 2 secondes sur ce qui vient d'être dit là. Faire une propagande anticommuniste rendrait les communistes inaudibles? Là, on est dans le monde des étiquettes de Paduring, où les communistes pourraient critiquer Staline, mais du coup deviendraient des anticommunistes en le faisant. Mais alors, qui sont les communistes? Ceux qui critiquent Staline ou Staline? En fait, on ne peut pas conclure sur cette question, à cause de son étiquettisme. Le mot le plus sévère qu'ils utilisent pour qualifier les crimes du régime stalinien, c'est « erreur ». Voilà, il y a eu des erreurs de fait. C'est d'autant plus dur de prendre leur critique de ces régimes au sérieux que très vite après ça... Je pense pas qu'il y a 10 ans, l'Union Pirate aurait publié des visuels avec quelqu'un comme Lénine ou quelqu'un comme Mao. Parce que c'était difficilement assumable et il y avait peu de renaissance communiste il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a quand même un mouvement communiste qui est en reconstruction, qui est de plus en plus fort, et il y a des gens qui commencent à sortir aussi du truc bête et méchant en mode Lénine, Mao, Staline, c'est pas bien, c'est des méchants communistes, je sais pas trop quoi, et du coup on peut pas en parler, tu vois. C'est des gens qui ont marqué le XXe siècle, je pense que c'est peut-être même les 2 figures qui ont le plus marqué le XXe siècle, et dans le bon sens du terme, et aussi dans des erreurs qu'ils ont pu faire, tu vois. Et moi je trouve ça incroyable que l'Union Pirate publie un truc avec Lénine et avec Mao, tu vois, je trouve ça cool. Bah, c'est génial. Communiste en tant que vibe. Quand vous êtes un média ou influenceur censé être du côté du peuple, le but c'est que quand les gens vous écoutent, ils ne pensent pas que votre projet politique c'est de refaire l'URSS sous Staline. Parce que dans l'idéal, c'est pas ça que vous proposez. Hein? La PADU Team vont participer à des petites guéguerres totalement incompréhensibles et contre-productives entre leur étiquette communiste et d'autres étiquettes, comme trotskistes. Ils vont avoir tendance à utiliser tous ces mots sans clairement les définir, les rendant très régulièrement complètement incompréhensibles dans leur position politique. D'ailleurs, le concept même de définir les mots qu'il emploie semble l'embêter, Paduring. Moi, je trouve ça chiant, écouter le dialogue socratique comme ça, où les gens se demandent 30 000 fois de définir des termes que tout le monde a compris, mais bon, bref. Au lieu de défendre votre vision de ce qu'est le communisme, est-ce que ça serait pas plus constructif de décrire clairement la société que vous voulez voir, en se foutant de l'étiquette qu'on vous mettra pour ça ? Rester dans le monde des étiquettes comme ils le font apporte énormément de confusion et divise les gens sur des identités obscures et des étiquettes floues. Pendant la campagne 2022, un tas de personnes se disant communistes avaient ces mêmes attitudes, l'étiquette communiste leur faisant défendre des régimes autoritaires ou des mauvaises positions politiques. Ces gens ont malheureusement éloigné des personnes qui auraient pu les écouter sur le fond, qu'ils auraient pu convaincre de voter à gauche par exemple. La PADU Team est juste un exemple pour illustrer une tendance étiquettiste plus large. Continuons notre petit tour des étiquettes avec ceux qui se disent écologistes. C'est parti! Imaginez que quelqu'un crée un parti qui s'appelle Les Gentils, et imaginez que tout le monde accepte que maintenant les gentils c'est ces gens, et si vous n'êtes pas du côté de ce parti, c'est sans doute que vous êtes méchant. C'est à peu près ce que ELV a fait avec le concept d'être écologiste. L'écologie politique, à la base, c'est la prise en compte dans nos politiques que si on continue de réchauffer la planète à cause de nos émissions de gaz à effet de serre, on court vers une catastrophe pour l'humanité. Tout parti peut et doit proposer une politique écologiste. Pour savoir à quel point leur projet l'est, il suffit d'analyser leur programme. Ce débat, il a eu lieu pendant la campagne 2022. On a pu avoir l'avis de chercheurs, d'associations qui travaillent sur le sujet. Les Shifters, par exemple, sont une association qui œuvre à la décarbonation de l'économie. Ils ont analysé en 2022 les programmes des candidats par rapport aux objectifs climatiques de la France et ont conclu qu'aucun programme ne remplissait pleinement ces objectifs. Par contre, selon eux, le programme le plus proche de les remplir est celui de la France Insoumise, proche des objectifs dans 4 domaines sur 7, comparé au programme EELV qui est proche dans seulement 2 domaines. Il y a donc plusieurs partis qu'on peut dire écologistes en France. Mais si un seul parti construit l'entièreté de son identité autour de l'étiquette écologiste, on voit bien la confusion énorme que ça pourrait engendrer d'accepter cet usage de l'étiquette et de ne pas l'utiliser pour d'autres partis. Pourtant, en 2022, un tas de personnes sont allées voter EELV juste parce qu'elles s'identifient comme écolos. Moi, je voterais pour les écolos, je pense. Je sais pas les noms, je m'en fous, mais je voterais pour les écolos. Yannick Jadot. Bon, bah Yannick Jadot. Voilà. Écolo en tant que vibe.
Vous vous rendez compte de la puissance des étiquettes? D'ailleurs, pour pousser encore plus loin la confusion, EELV se sont renommés juste les écologistes en 2023. Au passage, il y a aussi un autre parti qui s'appelle les Républicains, qui utilise la même technique trompeuse. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à défendre la candidature de Yannick Jadot, mais qui militaient pour EELV pendant toute la campagne. Jadot, bon, j'ai pas envie de critiquer mon candidat, mais chez Europe Écologie Les Verts, il y a différents courants. Et le courant majoritaire, c'est largement pas celui de Jadot. Et c'est vrai que parfois, il fait des déclarations dans lesquelles je me reconnaîtrais pas. Mais les écolos, pour moi, on est clairement de gauche. Par contre, à 2h du mat, me demander de défendre Jadot, je peux pas. Et encore plus bizarre que ça, il y a des gens qui votent le jour J pour le candidat en tête à gauche, mais parce qu'ils ont un groupe social et historique dans un autre parti, ils passent la campagne entière à militer pour un autre candidat. Par exemple, dans ma ville, j'ai personnellement croisé un groupe de gens qui militaient pour EELV, mais qui expliquaient qu'ils allaient bien sûr voter pour Mélenchon, vu qu'il est le seul à pouvoir passer au second tour. Si, ça existe. Et l'identité écolo est bien plus large que juste le parti EELV. C'est quelque chose qui est cultivé dans la société tout entière, notamment par le marketing, qui veut cibler certains profils de gens qui veulent être perçus comme écolos. Alors pour être clair, bien sûr que faire des efforts sur sa consommation personnelle est une bonne chose, réduire son empreinte carbone, etc. Mais il faut comprendre qu'agir par ses choix de consommation individuels est extrêmement limité en impact. Réussir à changer les choses au niveau systémique, c'est d'une toute autre efficacité. Investir 100 milliards pour décarboner la production d'énergie, faire la rénovation thermique des bâtiments sur tout le territoire, des choses comme ça ont un impact des millions de fois supérieur. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils font déjà suffisamment d'efforts sur l'écologie, car ils tentent déjà d'acheter les moins pires produits, etc. Mais parfois, à côté de ça, ces gens votent pour des partis qui ne vont rien changer, des partis qui vont même empirer les choses, ou des partis étiquetés écolos qui n'ont aucune chance de gagner, comme EELV. L'action la plus efficace d'un point de vue écolo, c'est d'agir stratégiquement au niveau systémique, c'est-à-dire de voter pour des gens qui peuvent gagner et qui prévoient des vrais changements ambitieux sur le sujet. Sauf qu'à cause de l'étiquettisme, plein de gens associent le choix de voter écolo au fait de voter EELV. Entre l'identité écolo, les partis soi-disant écolos et les actions réellement écolos, il y a beaucoup de confusion. Et d'ailleurs, aucune étiquette n'est épargnée, hein. Même si aujourd'hui le mouvement La France Insoumise porte bien les revendications du peuple, il vaudra toujours mieux défendre les idées de fond que vous voulez voir appliquées, qu'LFI peut porter aujourd'hui, plutôt que de recréer, comme avec le PS, une nouvelle étiquette insoumis. Ne refaites pas la même erreur, défendez les idées, pas les étiquettes. Voilà pour les identités liées à des partis. Mais ces mécanismes existent dans d'autres types d'organisations politiques. Au sein de la primaire populaire, par exemple, dont on a parlé dans l'épisode 4. Ramenez la gauche à la raison, allez primaire. Il y avait un sentiment d'appartenance, une identité, qui a contribué à la remise en question tardive, voire complètement absente, de beaucoup de ces gens. Écoutez un peu ce témoignage d'un de leurs anciens militants. En fait, il y avait ce truc de dire, en gros, si on gagne, normalement, les autres vont se retirer. Mais en fait, pour moi, là, c'est de l'ordre du vœu pieux, quoi. En fait, c'est genre juste t'y crois et du coup, t'arrives pas à le questionner. Au bout d'un moment, en fait, tu t'identifies comme militant de la primaire populaire et donc, en fait, tu défends le truc énormément. Et justement, je pense que quand t'as un peu la tête dans le guidon, c'est aussi difficile d'avoir du recul. C'est juste pour recontextualiser un peu et tout, hein, mais parce que je me sens attaqué dans mon ego. On a tous fait des erreurs. Enfin, bref, Il s'identifiait comme militant de la primaire populaire pendant une période. Donc les critiques qu'il pouvait entendre étaient perçues comme des attaques clan contre clan, suscitant un mécanisme de défense bête et méchant, peu importe la validité des critiques. Donc oui, ce clanisme, on peut le retrouver dans des partis politiques, dans des associations, dans tout type d'organisation. Autre exemple de l'identité qui peut faire adopter des positions vraiment bizarres, écoutez comment Johan du Canard Réfractaire explique à son public que c'est ok de ne pas se vacciner en pleine pandémie Covid. Je ne veux pas me vacciner parce que je veux me solidariser avec ceux qui résistent, non pas contre la vaccination, mais contre le système 1000 fois contradictoire qui l'impose avec violence. J'ai envie d'être buté comme eux, comme tous ceux qui résistent, parce que je trouve ça politiquement sain. Alors oui, j'avoue, c'est peut-être le petit côté campagnard gilet jaune breton qui fait un truc têtu. Mais je sais que si je me fais vacciner, ce sera pas pareil. Parce que je vais pas vivre le même quotidien. Parce que je vais m'enlever de cette masse-là qui est en train de subir un peu une sorte d'apartheid. Une forme d'apartheid, et je veux pas, parce que je veux être comme eux, parce que je veux sentir la même chose qu'eux. Moi, je veux être parmi ces gens-là. Là, il nous explique qu'il n'essaye même pas d'avoir une raison rationnelle de ne pas se vacciner. Il admet faire ça juste pour se conformer à un groupe, même quand sa position constitue un risque pour sa propre santé, pour la santé de ses proches et pour tout le reste de la société.
Pour rester dans ce qu'il pense être une vibe anti-système, il refuse de se vacciner. Et pire que ça, il diffuse son explication éclatée au sol à des centaines de milliers de personnes sur sa chaîne, participant à normaliser le fait de ne pas se vacciner. Et il y a une large partie de son public qui a validé son propos comme raison légitime d'être anti-vaccination. C'est dire à quel point cette façon de penser catastrophique est normalisée aujourd'hui. Toutes ces étiquettes qu'on a vues jusqu'à maintenant sont liées à des idéologies politiques, à des partis. C'est des groupes dont les gens veulent faire partie. Ils sont fiers d'en faire partie. Ils sont reconnus par leur entourage pour ça. Mais il y a un revers de la médaille à cette fierté. Le gatekeeping. Tu peux pas être streamer et militant. C'est comme si tu me disais comment il peut faire pour être et prolétaire et bourgeois. À un moment donné, j'ai donné un avis à table avec tonton et du coup, je suis militant de telle cause, quoi. Bah non, nous, on considère que non, c'est pas suffisant pour se dire militant. Un militant, c'est un militant de parti, c'est un militant d'asso, c'est un militant d'organisme. Et c'est ce que tu dis là, Ribot, c'est que... S'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de militantisme, en gros. Je suis d'accord, totalement. Mais en fait, on en arrive on n'est pas militants tous. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi revendiquer cette étiquette de militant ? Un streamer ne pourrait pas être militant. Parce qu'attention, un militant, ça doit être dans un parti, une association, une organisation claire. Et si c'est dans un parti, attention, c'est pas juste payer sa cotisation, hein. C'est encore plus restrictif que ça. Je dis avoir sa carte en étant actif, quoi. C'est pas juste payer sa cotise. Hein. Ouais, Les gens peuvent faire du gatekeeping avec tous les mots. Non, vous n'êtes pas un vrai photographe, vous faites des photos avec votre iPhone, pas avec un Canon R5 comme le ferait un vrai photographe. Moi, je pourrais vous dire, si vous mettez pas un like à cette vidéo et vous vous abonnez pas, vous n'êtes pas un vrai anti-étiquettiste. L'appât du team ici le fait avec l'étiquette militant. En réalité, tout le monde est militant. On a tous des idées, des avis sur des sujets, informés consciemment ou inconsciemment par des positions politiques sous-jacentes. Et ces positions vont forcément transparaître dans nos échanges en société, d'une façon ou d'une autre. Oui, contredire l'oncle raciste au repas de famille, c'est militer pour ses idées. Avec des propos comme ça, l'appât du team renforce l'idée que militant serait une identité, liée à une étiquette, pas quelque chose que tout le monde fait. Après avoir discuté des heures et des heures avec ce genre de personnes, les gens s'en rendent compte instinctivement que c'est juste un gatekeeping absurde. On peut encore parler des contradictions économiques des streamers, etc., etc. Mais on fait tous la même chose, pourtant, il y en a ici qui se considèrent comme militants et d'autres non, alors qu'on fait dans le même sens. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, je parle de d'être dans un parti, quoi. Oui, mais on peut être militant sans forcément être dans un parti ou pas, du coup. Oui. Bon, on s'en fout de l'étiquette en vrai, non ? Bah non, c'est le sujet. D'ailleurs, dans cette discussion, Emodem a l'air d'être la seule personne normale à demander si on s'en fout pas des étiquettes au final. Je sais pas si c'est du gatekeeping, enfin moi je me pose vraiment la question, par définition c'est un truc qu'on fait pas tout seul, quoi. On s'en rend pas toujours compte, mais ce truc d'identité et d'étiquette, ça peut vraiment nous absorber et nous créer des vraies angoisses si on y accorde trop d'importance. Le streamer Mathieu Burgalassi, par exemple, a récemment eu un gros questionnement personnel sur son identité. Au départ, c'est moi qui voulais pas séparer le côté militant du côté journalisme. Quand je me suis dit je ferais plus de recherche et que je passais dans le journalisme, moi, à ce moment-là, on m'avait déjà un peu catégorisé comme militant. Et je me suis dit, mais c'est un peu absurde de faire genre que je suis pas du tout militant. Alors que sur mes réseaux, je parle beaucoup de moi, je suis un peu honnête sur mes errances, mes erreurs et tout. Et puis j'aime pas ce côté, je suis pas militant, parce que je trouvais que ça revenait un peu à dire, comme si on disait, je suis neutre, tu vois. Alors que non, quoi, j'ai des engagements, j'ai une vision politisée. Et donc pour moi, je me disais, mais non, mais ne mets pas ça de côté, quoi. Sauf que j'ai pas réalisé à ce moment-là qu'en me disant militant, ben en fait, plus personne me voyait comme journaliste. Il y a plein de gens qui m'écoutaient pas du tout, parce qu'ils me percevaient juste comme un militant, et que parmi ceux qui m'écoutaient, ça a créé une espèce de sensation que je leur devais plus que mon travail. Que je devais être en fait une espèce de personne exemplaire sur tous les fronts, en essayant de me conformer à leurs attentes, parce que c'était ma commu. Quoi ? Tu es militant ? Tu ne signes pas la pétition bidule, machin ? Mais c'est dégueulasse, t'aurais pas dû faire ça, fais un truc d'excuse. Non, je peux pas faire ça. Là, on est vraiment en plein dans un problème d'étiquette. Et écoutez ce qui conclut de tout ça. Il y a un mélange des genres en fait. Le côté militant journaliste que moi en vrai j'ai maintenu d'une certaine manière. Il y a une porte que je dois claquer et vraiment. Ça commence par arrêter de me placer dans le militantisme en fait, définitivement. Et ça, je pense que vous vous rendez pas compte, mais pour moi c'est chaud en vrai à dire. Hein. C'est vraiment l'impression de finir un arc énorme et tout quoi. Vous êtes plus sur un réseau militant, ça n'existe, c'est plus ça. À mon avis, ce qui se passe ici, c'est que Mathieu Burgalassi s'identifiait entre autres comme un militant, mais il a été en contact avec un petit groupe de gens qui placent tout un tas d'attentes très spécifiques sur cette étiquette. Du gatekeeping. Après avoir expliqué qu'il n'allait plus se dire militant, mais à la place plutôt journaliste, chercheur, eh bien Mathieu Burgalassi a juste continué de faire le même contenu qu'avant. Il a fait le même type de vidéos avec les mêmes prises de position, les mêmes propos, comme si l'étiquette n'avait pas réellement d'importance au final.
Ce groupe voulait que l'étiquette militant reste pure. Ils lui ont tellement reproché de ne pas correspondre à leurs attentes que ça l'a carrément poussé à ne plus se dire militant. Et au sein des influenceurs, des militants, des gens censés être du côté du peuple, on le retrouve partout, ce gatekeeping. Ceux qui se disent anarchistes, qui veulent te retirer cette étiquette parce que t'es allé voter. Ceux qui se disent communistes, trotskistes, marxistes, qui t'expliquent l'importance d'avoir cette étiquette et te demandent de lire 56 bouquins avant qu'ils puissent te la valider. T'as lu Catéchisme révolutionnaire ? Absolument. Ces comportements sont évidemment très repoussants pour les personnes normales qui voudraient juste participer aux luttes progressistes. Tout ce gatekeeping est hyper lié à ces logiques d'étiquette quand on y pense. Une façon très fréquente de créer des étiquettes, c'est de se revendiquer d'une personne, marxiste, bourdieusien, trotskiste, etc. Mais là aussi, se mettre ce genre d'étiquette, c'est plutôt une mauvaise idée, pour plusieurs raisons. Quand vous découvrez une idée qui vous convainc, chez une penseuse ou un penseur, disons Rosa Luxembourg par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous dire luxembourgiste. Vous pouvez juste expliquer l'idée elle-même qui vous a convaincu aux autres. En vous mettant l'étiquette luxembourgiste, vous vous créez un tas de problèmes pour rien. Déjà, c'est très peu probable que l'entièreté de vos opinions soit alignée sur les siennes, sur tous les sujets. Deuxième problème, l'immense majorité des gens n'ont pas étudié en détail les avis de Rosa Luxembourg. Donc quand vous annoncez aux gens que vous êtes luxembourgiste, ça communique aucune information sur les idées que vous défendez, pour l'immense majorité des gens. Si vous utilisez ce temps gâché à vous étiqueter pour à la place expliquer l'idée elle-même qui vous a convaincu, vous communiquez efficacement et vous pouvez potentiellement convaincre d'autres personnes qui ne connaissent pas cette pensée de l'idée. Et ces problèmes-là s'ajoutent à tout ce qu'on a dit avant. Le problème des définitions floues de l'étiquette, la logique de groupe sectaire qui peut être créé autour, marxiste, bourdieusien, trotskiste, il y a vraiment beaucoup de bonnes raisons d'abandonner ce genre d'étiquette liée à des personnes. Bon, après avoir dit tout ça, c'est quoi la solution à tous ces problèmes ? Qu'est-ce que je propose de faire concrètement ? Est-ce qu'on pourrait pas continuer d'utiliser les étiquettes, mais en les définissant très clairement au début de notre propos ? Alors oui, c'est déjà mieux que d'utiliser l'étiquette sans la définir, c'est sûr, mais c'est loin de tout régler. Déjà, c'est chiant de devoir définir à chaque fois l'étiquette. Deuxième problème, prenons par exemple communiste. Si moi je pose au début de mon propos ma définition super claire de communiste, puis quelqu'un d'autre utilise l'étiquette en expliquant sa définition totalement différente de la mienne, eh bien si on se dit toujours tous les deux communistes, qu'on le veuille ou non, on aura quand même tendance à s'associer, à se considérer l'un l'autre comme faisant partie d'un même groupe. Et puis les autres nous grouperont toujours ensemble, juste parce qu'on porte la même étiquette. Alors qu'en réalité, on est en désaccord sur énormément de choses, vu qu'on a deux définitions complètement séparées de communisme. On risque de recréer le même clanisme et la même confusion. La vraie solution donc, c'est d'abandonner complètement l'usage de ces étiquettes pour communiquer. D'arrêter de s'identifier à ces étiquettes. De devenir anti-étiquettiste. Non du coup. Non, sérieusement. Vous voulez parler d'entreprises possédées entièrement par les travailleurs ? Dites ça. Vous pensez qu'il faut une société sans location immobilière ? Dites ça. Là, on recommencera à parler de fonds, d'idées, de propositions précises, et vous verrez, vous serez compris par plus de monde. Ça vous aidera vous aussi à réfléchir et à clarifier vos idées. Et en faisant cet effort, vous aurez moins de chances de faire d'une étiquette votre identité, et de tomber dans ces logiques de clan et de chapelle qu'on a vues. Le rapport le plus sain qu'on peut avoir avec nos positions politiques, c'est de ne pas du tout les considérer comme faisant partie de notre identité, mais comme des avis qu'on a à un instant T, voués à être remis en question à l'aune de nouvelles informations ou de nouveaux arguments qu'on découvrira. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a constamment des discussions de merde à gauche ? Dans beaucoup de milieux de gauche, il y a une culture de l'écoute mutuelle, de l'empathie, une forme de politesse, une recherche d'un consensus. Cette culture fait qu'il est rare dans ces milieux d'entendre les étiquettes qu'une personne utilise être remises en question. Deux personnes en désaccord complet sur plein de choses vont pouvoir discuter des heures ensemble, en paraissant d'accord sur tout, même si en réalité ce n'est pas le cas. Plus les personnes seront en désaccord, moins elles auront tendance à parler de fond. À la place, elles se camoufleront derrière les étiquettes sans jamais expliciter leur sens, pour pas créer de conflit. Faites attention, il y a plein de mots qu'on commence à utiliser par mimétisme d'autres personnes de notre entourage ou dans la sphère publique, sans forcément en comprendre le sens. Tout ça contribue à l'obscurantisme autour des étiquettes. Si vous ne pouvez pas les définir, allez vous renseigner sur la définition. Au niveau du langage, moi je vois les choses comme ça. Il y a deux mondes, celui des étiquettes et celui des positions politiques sous-jacentes. Quand lui, il dit « je suis trotskiste », on est dans celui des étiquettes. S'il dit à la place « je pense qu'on ne peut pas changer le système par des réformes », là, on est dans le monde des positions politiques. Une conversation peut se retrouver plus ou moins dans un monde ou dans l'autre. Une phrase qui reste dans le monde des étiquettes va difficilement transmettre un sens précis, alors qu'une phrase qui énonce des positions politiques va au moins permettre d'avoir une vraie discussion de fond. Même si on n'est pas d'accord, on va au moins pouvoir discuter de pourquoi.
Et tellement de discussions restent entièrement dans le monde des étiquettes. Quand j'étais jeune, j'avais un logiciel révolutionnaire, marxiste, un peu même, on va dire, ouvriériste. Plus que social-démocrate, moi je dirais que je suis devenu réformiste plus. Notamment l'aventure mélenchoniste en France qui m'a ramené dans le réformisme, on va dire. Mais en même temps, c'est pas pour ça que... parce que social-démocrate a un truc très contre-révolutionnaire, alors que réformiste, ça s'allie quand même à une démarche révolutionnaire éventuelle. Le sens des phrases qu'ils disent dépend entièrement du sens qu'ils mettent derrière chacune de ces étiquettes. Donc leurs phrases deviennent complètement incompréhensibles, car les gens qui écoutent ne vont pas tous interpréter le même sens à chaque étiquette. Personne ne comprend ce que vous voulez dire, à part vous-même. Et encore, c'est même pas sûr. Mais c'est pas fini. Tous ces groupes qu'on a vus sont fiers de porter leur étiquette. Mais de l'autre côté, il y a tout un tas de gens qui fuient ces étiquettes comme la peste, qui veulent à tout prix se dissocier de toutes ces étiquettes liées à des idéologies ou à des partis, parce qu'elles impliquent des choses problématiques pour eux. Les membres de ces groupes sont attaqués en permanence par la droite et les forces du statu quo. Ils vont même poser sur eux d'autres étiquettes qu'ils inventent, pensant les dénigrer. Woke par exemple. Et malheureusement, sur beaucoup de gens, ça fonctionne pour les intimider et leur donner une impression de négativité envers ces étiquettes. Par exemple, la droite va constamment traiter n'importe qui s'oppose à eux de mélenchoniste. L'idée ici, c'est de recadrer la volonté de voir appliquer une politique progressiste pour le pays, ou juste une volonté d'éviter l'extrême droite au pouvoir, en quelque chose de beaucoup moins défendable. Suivre les paroles d'un gourou en perdant tout esprit critique. Et là-dessus, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. La droite ferait ça peu importe la personne qui représente ses idées dans l'élection. Si c'était Elsa Faucillon du PCF, par exemple, la candidate en tête à gauche, il parlerait des dangereux faucillonistes enragés pour personnifier la question et discréditer les gens appelant à voter pour elle. Même certains influenceurs censés être du côté du peuple vont attribuer l'étiquette mélenchoniste de cette façon. Par exemple, Usul, un des influenceurs les plus importants de la gauche internet. Mulch, je connais sa ligne. Mulch... c'est un mélenchoniste. Est-ce que le rire peut être plus sardonique, s'il vous plaît? Non, mais Mulch, c'est un mélenchoniste de malade. Moi, je suis pas militant insoumis. Moi, je suis là pour dire ce qui s'est passé. Et ce qui Nous s'est non passé, plus, on n'est pas militant insoumis. Hein. Oui, vous êtes neutre. Au passage, le terme mélenchoniste invisibilise aussi le travail de toutes les autres personnes de ce mouvement politique. Daniel Obono, Antoine Léaumont, Clémence Guettet, Manuel Bompard, Mathilde Panot, etc. Le problème, c'est que cette stratégie de la droite de plaquer l'étiquette mélenchoniste va marcher sur certaines personnes, qui vont, par peur d'être étiquetées mélenchonistes, s'auto-censurer sur le vote au premier tour. Cette peur est présente chez beaucoup de gens. Tzimit dit qu'il va voter pour Mélenchon, mais qu'il faut faire attention, et que sa chaîne serait foutue s'il donnait l'impression d'être juste le fan d'un politicien. Dans les arguments que je donne, il y a des trucs qui sont un peu une façon de montrer que c'est pas parce que je dis que je vote Mélenchon que je suis un fanboy de Mélenchon, pas de blanche, tout ça. Je coule ma chaîne si je donne l'impression d'être juste un mec fanboy d'un politicien et tout ça. Si vous êtes du style à accorder beaucoup d'importance à l'étiquette que vous portez, et surtout à celle que d'autres vous attribuent, il y a plus de chances que vous cédiez à ce chantage initié par la droite et propagé par quasiment tout le champ politique, et que vous ne preniez pas position au premier tour de peur d'être étiqueté mélenchoniste ou suiveur bête de n'importe quel autre candidat progressiste qui aurait des chances d'accéder au pouvoir. Une autre étiquette qui fonctionne à peu près de la même façon, c'est apartisan. 400 000 voix. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas le média d'un parti, donc c'est normal, tu vois. Encore une identité à questionner. Être partisan d'un parti, c'est quoi? C'est partager les idées du parti, le défendre face aux critiques. Dans le sens populaire, c'est souvent entendu comme s'aligner un peu dogmatiquement sur toutes les positions du parti. Défendre le vote pour un parti, c'est un truc que font les partisans. Mais c'est totalement possible de défendre un vote sans l'être. Plein de gens qui ne sont pas partisans LREM ont défendu le vote Macron au second tour. Plein de gens qui ne sont pas partisans LFI ont appelé à voter pour eux. Sauf qu'à cause de l'étiquettisme, défendre le vote pour un parti est maintenant devenu un marqueur d'être partisan. Donc certaines personnes vont avoir tendance à amalgamer les deux. L'identité apartisan va parfois être utilisée pour justifier des choix néfastes. En 2022, à quelques jours du premier tour, il y a eu un événement où étaient invités un tas d'influenceurs pour soutenir le vote pour la candidature en tête à gauche. Aller à cet événement n'était pas partisan. Usul y était, et il est très loin d'être un partisan LFI, comme on l'a vu. Mais écoutez comment le streamer Jean Massier en parle quand on lui pose la question. Faire des featuring genre Usul et Host. Mais Usul et Host, ils vont faire un truc à Lyon déjà de leur côté. Ils vont faire une soirée électorale de gauche. Moi, c'est pas mon genre, donc pas envie de faire des soirées électorales partisanes. Mais non mais Jean, on te demande juste d'aller défendre l'antifascisme dans le premier parti de gauche du pays. Ça ne serait pas partisan de juste aller à la soirée, faire un petit discours pour expliquer le risque de l'extrême droite. On te demande pas de danser bras dessus avec un cadre du parti. Pas envie de faire des soirées électorales partisanes.
Ok, non, mais là, il s'est emporté un peu, c'était l'ambiance de la soirée. Il est pas littéralement bras dessus, bras dessous avec... Bon, c'est pas grave, changeons de sujet. En tout cas, vous voyez que ce truc de partisan à partisan, c'est un peu du foutage de gueule, là. L'étiquette à partisan est aussi revendiquée par tout un tas de gens dans le monde des ONG et des associations. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Beaucoup de gens refusent de faire des actions parce qu'ils croient que ça ferait d'eux des partisans, donc. Et la personne qui en parle le mieux de ça, c'est quelqu'un qui a très bien compris l'argumentaire à utiliser pour faire gagner le candidat en tête à gauche et éviter l'extrême droite. C'est Usul. Si on avait déroulé un argumentaire en disant le second tour est super dangereux, le barrage, il doit se faire au premier tour, en votant Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le rôle des militants insoumis de le faire, de dire ça, parce que cet argumentaire, il coule de source, je suis complètement d'accord avec. Le barrage au premier tour, c'est une stratégie, enfin, c'est un argumentaire qui, je trouve, non seulement est efficace, mais en plus est juste. Il faut le dire. Pourquoi moi je le dis pas ? Attends, tu le dis pas ça, Usul ? Pourquoi pas ? Pourquoi moi je le dis pas ? Nous on évolue dans un espace particulier, celui de la presse de gauche et à la fois celui de la gauche un peu plus large. C'est pas à moi de le faire, c'est aux militants ça. À tous les insoumis qu'on va inviter sur des plateaux télé, c'est à Jean-Luc Mélenchon lui-même, etc. De sa propre admission apparemment, Usul n'a pas expliqué ça à son public, parce qu'à ce moment-là de sa vie, il se considérait dans un rôle de journaliste. Ah ça, il faut qu'on en parle de ça. Les personnes qui fuient le plus au monde les étiquettes liées à des partis, à des idéologies, mélenchonistes, militants, etc., ce sont ceux qui se disent journalistes. Et ils ne sont pas moins soumis à ces mêmes logiques d'identité et d'étiquette. Comme on l'a vu, les problèmes émergent souvent quand les contours de la catégorie sont flous. Et pour journalistes, ça ne manque pas. Certains diront qu'être journaliste, c'est le fait d'avoir une carte de presse. D'autres diront qu'il faut être sorti d'une école de journalisme, ou que c'est surtout la déontologie qui fait qu'on est journaliste, ou encore le fait que c'est simplement de travailler dans les médias. Eh bien non, c'est aucun de tout ça. Ce qui fait qu'on est journaliste, c'est tout simplement quand il y a écrit « journaliste » en haut de la fiche de paye ou de la facture. C'est tout. Là, Ludovic montre bien le grand nombre de définitions différentes pour journaliste. Sauf que même la définition finale qu'il donne, c'est la définition donnée dans le Code du travail, au sens légal du terme. Même cette définition-là est totalement contestable. N'importe quel ultra-riche, par exemple d'extrême droite, peut monter une entreprise de médias et embaucher des gens pour diffuser son idéologie précise, mentir et désinformer en permanence. Et selon cette définition légale, ces employés peuvent être officiellement étiquetés journalistes, même s'ils ne respectent aucun principe du journalisme, par exemple la charte professionnelle du journalisme. Le militant d'extrême droite suprémaciste blanc Jordan Florentin a été embauché par Livre Noir, renommé Frontières, et se dit maintenant journaliste. On va recevoir Jordan Florentin pour avoir sa version des faits. Vous êtes journaliste au Livre Noir. Journaliste en tant que vaille. Et l'acceptation de cette étiquette, ça dépend de nous. Si tout le monde accepte que ce gars est un journaliste, il sera considéré journaliste de fait. Et si personne ne l'accepte, tout le monde éclatera de rire quand il se présentera en tant que journaliste. En fait, journaliste, comme toutes les autres étiquettes, ce n'est que ça, une étiquette. Il y a plein d'éléments qui participent à construire cette vibe, cette aura journalistique. L'apparence des personnes, leur façon de s'habiller, leur façon d'être, le ton. Mais il y a aussi une idéologie qui la sous-tend, partagée par beaucoup de gens qui se disent journalistes. L'idée d'une soi-disant neutralité journalistique. C'est évidemment une idée absurde. Un journaliste choisit forcément de couvrir certaines informations et de ne pas en couvrir d'autres. Choisir dans son 20 heures de couvrir un fait divers d'un migrant sous OQTF qui a commis une agression, ou choisir de couvrir les dividendes records que se versent les grands actionnaires de Total, ce sont des choix politiques qui ne pourront jamais être sans impact. Sauf qu'on va régulièrement entendre des propos qui essayent de faire croire le contraire. Par exemple, on va souvent entendre l'opposition entre journalistes d'un côté et militants de l'autre. Ça serait deux choses complètement opposées. Un exemple typique des problèmes d'étiquette. Même Usul, tout à l'heure, faisait cette opposition. On va entendre des plateaux télé, des articles entiers poser cette question. Peut-on être en même temps journaliste et militant ? Le plus souvent, cette question émerge quand quelqu'un qui se dit journaliste défend des positions de gauche ou progressistes. L'immense majorité des militants réactionnaires qui se mettent l'étiquette journaliste, éditorialiste, animateur, etc. se voient très rarement classifiés comme militants dans le petit milieu de la presse mainstream. Christophe Barbier, par exemple. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Non, le raisonnement de Mélenchon tient pas la route. En fait, il met une mauvaise idée, la retraite à 60 ans, qui est pas possible, dans une bonne cause. Oui. Moi, je suis contre la retraite à 60 ans. Parce que je pense ça c'est la base alors. Les retraités ont pardonné à Macron. Ils lui ont pardonné la CSG. Les retraités veulent que les réformes continuent. Ils veulent que Macron continue à tenir les promesses que la droite a faites pendant 20 ans, 30 ans. Jean-Luc Mélenchon, le voici depuis quelques années, au moins depuis 2019, sans doute un peu avant, converti
à des revendications issues de l'islam politique, dans un virage qu'on peut appeler islamo-gauchiste, qu'on a pu croire dans un premier temps être simplement un calcul électoral pour complaire à un certain électorat. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Pour se démarquer dans une course à la radicalité et espérer provoquer ce qu'il souhaite, c'est-à-dire non pas une victoire par les urnes de sa famille politique, il n'y croit pas, il n'y croit plus. Pour obtenir cette révolution, il faut qu'il y ait un court-circuit dans notre démocratie. Et pour lui, ce court-circuit, c'est un second tour. Le Pen-Mélenchon en 2027, largement gagné par Marine Le Pen. Il souhaite la victoire de Marine Le Pen en 2027. Bien sûr. Christophe Barbier, en tant que Vibe. Bon, je pense que ça suffit largement pour vous ôter tout doute sur le fait que c'est un militant de droite, voire d'extrême droite. Et bien lui, quand on lui demande s'il se considère militant, voici sa réponse. Pour moi, un militant, c'est quelqu'un qui colle des affiches, qui a sa carte dans un parti. Je ne suis pas militant, je n'ai ma carte nulle part. Notons d'ailleurs que c'est exactement la même définition très restrictive de militant de Position Revue tout à l'heure. Leur gatekeeping va bien aider les objectifs politiques de Christophe Barbier. Merci la du team. Et ils y tiennent à ne pas être étiquetés militants. Écoutez à quel point ils s'énervent quand on leur fait remarquer. Barbier est un militant politique très proche de l'extrême droite. Non. Mais l'on parlait de vous. Vous pouvez pas dire ça. Mais non. Je peux, j'ai le droit quand même. C'est pas parce qu'il a dit des choses désagréables dans son journal qu'il faut le diffamer de cette façon. Non. Pourquoi ils y tiennent tant à ne pas être étiquetés militants? C'est juste une stratégie de com. Ils pensent pouvoir convaincre plus de gens que leur opinion est bonne et légitime en adoptant l'étiquette journaliste, l'étiquette non militant. Mais non, mais je vous écoute, mais moi je ne suis pas militant. Vous êtes militant. Ça permet de donner l'impression qu'ils sont juste là pour apporter des informations au public, qu'il n'y aurait pas d'opinion personnelle là-dedans, peu importe l'immense malhonnêteté de nier qu'ils sont militants. Vous voyez que c'est une question de vibe, d'aura autour de l'étiquette journaliste, qui va être utilisée malhonnêtement pour diffuser une idéologie réactionnaire, trompeuse et dangereuse. D'où l'importance primordiale de remettre en question les étiquettes journalistes, éditorialistes, analystes de ce genre de personnes, et de correctement les étiqueter militants à la place. La question « peut-on être journaliste et militant à la fois ?» est absurde. Tout le monde est militant, donc a fortiori, les journalistes le sont. Au final, l'étiquette journaliste, certaines personnes se la collent sur eux-mêmes, d'autres acceptent de les dire journalistes ou leur refusent l'étiquette selon leur appréciation subjective de ce qu'est un journaliste. Et là aussi, pour certaines personnes, ça devient une sorte d'identité, avec son lot de normes à respecter. Hugo Clément, par exemple, qui se dit journaliste et qui défend souvent le droit des animaux et l'écologie. Quand quelqu'un lui a fait remarquer sur Twitter que si on est pour réduire la souffrance animale, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir la gauche au pouvoir, plutôt que Macron ou Le Pen. Il réagit comment? Eh bien, il répond que ce n'est pas son rôle d'appeler à voter pour un parti politique. Lui se contenterait d'informer et de sensibiliser sur ces sujets qui lui semblent importants. Mais informer les gens que les programmes des candidats divergent complètement sur l'écologie et les droits des animaux, et expliquer lequel de ces programmes est objectivement le meilleur vis-à-vis de ces buts-là, ça rentre complètement dans ce rôle d'informer les citoyens. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait un tas d'associations qui travaillent sur ces sujets en 2022. Au contraire, ce prétendu rôle devrait le pousser à informer correctement les électeurs sur les différents programmes des candidats. Mais Hugo Clément est loin d'être le seul à utiliser cette excuse. Hugo Auperchoir est un militant politique qui stream sur Twitch et qui se décrit comme étant de centre-gauche. Moi, j'ai jamais caché que je suis plutôt tendance centre-gauche. Il partage souvent ses positions politiques à son public. Par exemple, selon lui, ça serait une bonne chose que le PS soit replacé au cœur de la gauche, et non plus la France insoumise. Mauvaise pour la gauche, pas forcément, Gigama. Hein. Si le PS repasse devant... Si le PS passe devant la majorité, c'est pas mauvaise pour la gauche. Hein. Au contraire, ça replacerait le PS au cœur de la gauche et non plus LFI. Ça montrera une fois de plus que LFI ne repose que sur Jean-Luc Mélenchon. Hugo Auperchoir a absolument le droit de penser ça et de le revendiquer. Mais c'est un avis politique, une prise de position. Et ça, il le sait. Mais Hugo fait partie de ces influenceurs qui choisissent de se revendiquer journalistes et qui utilisent ce prétendu rôle pour justifier certaines de leurs positions. Je t'ai vu dire dans le chat, lol, vous allez bien vous marrer quand LFI va faire 7%. Et encore, à titre personnel, je pense que 7%, je suis optimiste. Je pense très sincèrement que LFI, moi c'est mon analyse politique que je fais sur LFI, c'est-à-dire que quand tu vois déjà les sondages... Est-ce que toi tu souhaites que LFI fasse un score le plus élevé possible ? Mon avis, je vais te dire, on s'en fout un peu. Moi, je suis dans ma position journalistique. Moi, c'est pas une question de souhaiter ou pas souhaiter. Moi, je te parle de ce que je sens en tant que journaliste politique, en tant qu'analyse. Les silos d'information LFI, si tu es tout le temps dans ces silos d'information-là ou de la gauche radicale sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est d'accord avec toi. Toi, dans ce moment-là, ton positionnement, c'est de dire, moi, je prends pas parti. Je ne peux pas dire si, par exemple, c'était une bonne idée d'appeler à voter Mélenchon aux élections plutôt que Jadot. Encore une fois, moi, je suis pas militant. Mais tout le monde est militant.
Non, mais Tout c'est le monde pas est mon militant. rôle. Je peux être militant sur certains sujets, mais c'est pas mon rôle Qui de te donne ce rôle? Bah moi-même. Du coup, c'est pas un argument. Ben si, je différencie le Hugo Couturier qui est moi, le personnage public, et le personnage privé. Le personnage privé a des positions, etc., que le personnage public n'a pas forcément à faire, c'est tout. Le rôle d'Hugo Couturier, personnage public, c'est pas le même que le rôle de Hugo Couturier, personnage privé. Ce qu'il vient de dire est très révélateur. Déjà, on dirait qu'il s'auto-censure sur ses vraies opinions, avec son truc de personnage privé, personnage public. Mais surtout, il prétend qu'il adhère à une norme, ne pas donner son avis personnel. Mon avis, je vais te dire, on s'en fout un peu. Moi, je suis dans ma position journalistique. Et Hugo Perchoir n'est pas le seul à dire des choses comme ça. Comment est-ce que tu arrives à effectuer une distance neutralité avec tes propres sensibilités politiques dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris pendant tes études? Perso, j'aurais trop de mal. J'estime que mes opinions, c'est pas très intéressant. J'estime avoir mieux à vous offrir que mes opinions politiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est évident que dans les faits, ils ne la suivent pas, cette norme de pas donner leur avis. Hugo Perchoir dit que ça serait très bien que le PS redevienne central à gauche, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette excuse du rôle, alors? Encore une fois, c'est se défausser de ses propres décisions, en mettant ça sur le dos d'une identité, un rôle, en prétendant qu'on ne peut pas faire autrement. On remarque que c'est à peu près la même structure de phrase que tout à l'heure. Ici, c'est « en tant que journaliste, ce n'est pas mon rôle de donner mon avis dans l'élection ». Demander aux gens qui utilisent cette rhétorique « qui t'a donné ce rôle » est une bonne façon de dissiper cet enfumage, voire de provoquer une remise en question chez la personne. Si c'était une contrainte extérieure qui vous imposait ce rôle, ok, ça pourrait être compréhensible. Sauf que là, c'est même pas ça. C'est vous qui vous inventez ce rôle. S'étiqueter journaliste, ça pourrait aussi être pour ne pas perdre de l'audience, en s'écartant de toute étiquette perçue comme partisane. Ou alors pour augmenter ses chances de se faire recruter en tant que journaliste dans les médias des milliardaires. Mais dans ce cas-là, ça serait compromettre son vrai rôle de journaliste pour une carrière. Mais il n'y a pas que ça. Si Hugo Perchoir disait « LFI va faire moins de 7% sans se donner l'étiquette journaliste », les gens auraient plus tendance à considérer ça juste comme l'avis subjectif d'une personne comme une autre. En étant reconnu comme journaliste par le public, il y a une perception de légitimité supplémentaire à cet avis qui va être perçue plus comme une information qu'un journaliste est en train de leur fournir. Ici, la personne étiquetée journaliste a eu tort, et la personne pas journaliste avait raison. Donc qui avait réellement le rôle d'informer correctement le public dans cette discussion ? Les comportements des personnes étiquetées journalistes créaient en fait une norme sociale, un standard de comportement auquel certains essayent de se conformer pour qu'on leur mette aussi l'étiquette, ou pour qu'on la leur retire pas. Hugo Clément, Hugo Perchoir et plein d'autres disent que ce n'est pas leur rôle de journaliste de prendre position dans les élections. C'est faux. Soit ils le savent très bien que cette règle n'existe pas, et alors c'est de la malhonnêteté, soit ils s'imaginent vraiment qu'elle existe, mais c'est purement dans leur tête. Tout simplement parce que dans la réalité, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. En 2017, Libération a très explicitement appelé à voter pour Emmanuel Macron, c'est littéralement leur couverture, et aucun journaliste de Libération n'a vu son étiquette journaliste retirée après ce choix. En parlant de Libé, vous savez quelle a été leur une juste avant le premier tour 2022 ? Dans un contexte où, je le rappelle, un second tour Macron-Le Pen pouvait totalement donner Le Pen gagnante, voici leur choix. Soyez à droite, votez à gauche. Complètement vague donc. Et c'est très intéressant, ils se sont sentis obligés de se justifier dans un article intitulé « Pourquoi Libé n'a pas appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour ». Après avoir admis que la dynamique du vote utile se dessinait autour de Mélenchon, pourquoi ne pas faire figurer le nom du candidat de la France Insoumise en une ? On a réfléchi à la tentation Mélenchon, mais c'était un peu trop descriptif. C'était un mouton à 5 pattes. Il faut dire d'aller voter, car on ne veut pas d'une situation où l'extrême droite est au second tour. En même temps, il fallait faire figurer la tendance du vote utile qui s'est imposée dans les dernières semaines de la campagne. Mais Libération est la maison de toutes les gauches. Finalement, la manchette « Soyez à droite, votez à gauche » l'a emporté. Entre les lignes, chacun pouvait y lire que le vote pour Mélenchon était peut-être le moins maladroit. Bah non du coup. Votez à gauche, mais il y avait 6 candidats étiquetés de gauche. Et pour 5 d'entre eux, si vous votez pour eux, vous n'êtes pas à droite, vous êtes à droite. Allez voir l'épisode 1 sur l'effet spoiler pour comprendre ça. Donc ils veulent que les gens lisent entre les lignes de cette une qu'il fallait voter pour Mélenchon, mais ils font attention à ne pas le dire. C'est quand même très étrange quand on y pense. Quand ils ont explicitement appelé à voter Macron au second tour, ils sont pas devenus macronistes à partir de ce jour. Les années suivantes, ils ont fait des articles pour critiquer la politique de Macron. Mais pour justifier leur couverture de 2022, ils ont bien dit qu'il y avait un risque à s'enfermer dans une image de journal mélenchoniste. Encore une fois, le risque de victoire de l'extrême droite face à Macron était immense. Donc appeler clairement au vote pour le candidat en tête à gauche était justifiable avec exactement le même argument que pour Macron au second tour 2017. C'était en aucun cas devenir mélenchoniste. Même s'il s'était fait qualifier comme tel, ça aurait pu être ignoré, comme ils ont ignoré le fait d'être traité de macroniste en 2017.
Au passage, Edoui Plenel, le directeur de Mediapart à l'époque, est resté dans la même ambiguïté. Dans son dernier article avant le premier tour, il décrit la situation, disant qu'elle peut inciter au vote pour Jean-Luc Mélenchon, mais pense-t-il, lui, que c'est une bonne idée de le faire ? Eh bien, il conclut à propos de l'équation au premier tour, à chacune et chacun d'entre nous de la résoudre, entre vote utile et vote de conviction. Donc il ne prend pas position entre ces deux choix. Et le plus fou, c'est qu'après que des militants antifascistes se soient plaints qu'ils n'appellent pas à voter pour Mélenchon, il leur a répondu sur Twitter qu'il mentait. Vous n'avez pas lu l'article, votre résumé est faux, en remettant la phrase du début de l'article qui n'appelle pas à voter pour Mélenchon. Exactement comme avec la une de Libé, apparemment Edoui Plenel veut qu'on lise entre les lignes qu'il est en train d'appeler à voter pour Mélenchon alors que ce n'est pas du tout ce qu'il dit. La conclusion de son article, c'est de ne pas trancher entre vote utile et vote de conviction. Les journalistes dignes de ce nom souhaitent éviter l'extrême droite au pouvoir et par conséquent expliquent à leurs lecteurs ou à leurs auditeurs le danger de l'extrême droite au second tour, même juste par souci pour la liberté de la presse. C'est censé être ça, le rôle de journaliste, mais à cause de l'étiquettisme, le groupe de gens qui se mettent l'étiquette journaliste actuellement crée une norme sociale et donne l'impression à certains qu'être journaliste, c'est se comporter comme eux pour pouvoir rentrer dans ce groupe. C'est ouf à quel point notre perception de nous-mêmes, l'identité qu'on s'auto-attribue, va influencer nos prises de position et va parfois nous amener à dire des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Écoutez ce que dit Guillaume Meurice, par exemple, quand il est interrogé par Salomé Saké en pleine campagne sur son influence. Vous dites que vous n'êtes pas influenceur, mais vos chroniques sont écoutées en moyenne par 1 300 000 auditeurs chaque jour sur France Inter. Vous avez un poids en pleine campagne présidentielle, notamment. Pour moi, c'est pas une question. Ok, c'est pas une question. Non, vous avez une influence. C'est hyper difficile à calculer, ça. Je suis pas sûr d'être d'accord, évidemment, sur mon influence. 1 million ou 150 millions. Pour vous, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais de ce chiffre ? Vous vous rendez compte, si vous avez 1 300 000 d'audience et vous pensez que vous n'avez aucune influence, l'impact que ça a sur votre façon d'écrire vos éditos ? Si moi, je pensais que j'avais aucune influence, par exemple, cette vidéo serait probablement un Let's Play Rayman 3. Moi, je suis pas journaliste, quoi. Je suis humoriste, donc oui, on fout un peu la paix. Humoriste. On dirait un peu que Guillaume Meurice utilise son étiquette humoriste de la même façon que certains avant utilisaient journaliste pour nier l'impact politique de ce qu'il fait, alors qu'il n'y a aucun mal à avoir une influence politique si les idées véhiculées sont bonnes. En 2022, trop de monde est resté dans son petit rôle. Ceux qui se disaient anards, totaux, communistes, écologistes, journalistes, apartisans, chacun utilisant ça comme justification pour ne pas contribuer davantage à la victoire du peuple. L'étiquettisme a contribué aux autres facteurs de défaite, la dispersion des candidatures, l'abstention et la primaire populaire. À côté de tout ce monde, il y a des gens qui ont fait le taf, faut le rappeler. Prenez Billy par exemple, aka Rebeu des Terres. Son contenu habituel, c'est de délirer en live avec ses potes sur un jeu vidéo. Pas de couvrir en détail l'élection présidentielle. Il n'a pas du tout comme identité d'être un influenceur politique. Est-ce qu'il s'est dit « mais non, c'est pas à moi de parler de l'élection, ce n'est pas mon rôle ». Non, c'est un citoyen normal, conscient de l'impact majeur de l'issue de l'élection. Donc il a dit « votez Mélenchon » et il a eu plus d'impact positif que 90% des influenceurs dont c'est censé être le boulot. Ou Swan Périssé par exemple. Les jours d'avant l'élection, je déployais énormément d'énergie à appeler mes proches et à leur dire de voter pour Mélenchon. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là à multiplier 10 coups de fil et à être rincée à la fin. J'avais vu la story d'une influenceuse qui disait « c'est pas aux influenceurs de dire pour qui voter et tout ». Et j'étais vraiment pas d'accord. Donc j'ai fait une vidéo où je dis que c'est pas à nous les influenceurs de vous dire pour qui voter pour Mélenchon. Ça fait 1 million de vues très très vite, en quelques heures. Et surtout, il y a plein de gens qui ont partagé, qui n'osaient pas dire « je vais voter pour Mélenchon ». Swan Périssé est humoriste. Elle ne s'est pas dit « en tant qu'humoriste, je ne peux pas appeler à voter pour un candidat ». Ou en tant qu'humoriste, je n'ai aucune influence. Quand tout votre contenu c'est de parler de politique et vous arrivez à vous faire largement dépasser en efficacité pendant la campagne la plus importante par des streamers jeux vidéo et des humoristes, faut peut-être se remettre en question. La lutte fondamentale de l'humanité, après la survie, c'est la lutte pour l'émancipation de chacun, et donc la lutte contre l'obscurantisme. Quand nous protestons contre des mots qui sont utilisés pour catégoriser vaguement plutôt que pour définir clairement, nous ne sommes pas en train de pinailler vainement. Nous menons consciencieusement la lutte. Cette lutte, c'est une lutte idéologique, et chaque débat, chaque discussion, chaque message en est le champ de bataille. Ce n'est pas une exagération. Nous n'avons pas le luxe, nous tous qui menons cette lutte permanente, d'acheter des médias, des réseaux sociaux entiers, de corrompre des algorithmes ou des soi-disant intelligences artificielles. Mais c'est normal. Nous sommes la masse qui pense à l'intérêt de la masse. Si l'un de nous commençait à entrevoir un tel niveau de pouvoir, il l'userait en grande partie pour contribuer à l'émancipation de chacun. Si bien qu'aucun de nous n'atteindrait jamais à lui seul les seuils indécents que l'accumulation des plus cupides permet.
Mais même si aucun de nous individuellement n'a d'influence comparable à celle des plus riches, rappelons-nous que nous sommes l'intégralité de ce qu'ils cherchent à influencer. Au final, c'est nous, collectivement, qui décidons. Et cette pensée libératrice, il ne faut pas qu'on s'en prive. On veut le bonheur du plus grand nombre. On devrait en être fiers, mais on arrive à nous suggérer que ça ferait de nous une bande d'impuissants, côte à côte. Certains commencent même à y croire et à propager l'idée d'eux-mêmes, alors que nous avons le pouvoir et que la clé de ce pouvoir se trouve dans nos interactions. C'est précisément pour ça que le champ de bataille, ce sont ces contacts directs. C'est principalement en chaque échange que ça se joue. Ça peut sembler insignifiant, mais bout à bout, ça pourrait être largement suffisant pour tout bouleverser, si chaque échange était pesé et mesuré pour en enlever toute trace de l'obscurantisme ambiant. Le constat est simple. Si la masse était lucide, elle se libérerait, évidemment. Alors, ça veut dire qu'elle ne l'est pas encore assez. Ça devrait donc être l'objectif de chacun constituant de cette masse de participer, avec intransigeance si besoin, à cette lucidité. Et autant cette conclusion semble abstraite et grandiose, autant les pistes de solution à votre échelle ne pourraient pas être plus tangibles. Déjà, pour parler de vous, de ce que vous êtes, éloignez-vous des mots qui ont pour but d'apporter du sens par le biais de stéréotypes. Il n'y a rien de plus efficace pour nous diviser que le fait que nous nous placions nous-mêmes dans des cases. Par exemple, n'utilisez pas une origine géographique pour parler de votre caractère. Essayez d'expliquer clairement les nuances de votre personnalité. N'utilisez pas votre proximité à des courants ou des personnes pour donner une impression de vos idées. Formulez concrètement vos idées. C'est un exercice assez délicat, car il pousse à dépasser la facilité. Mais rappelez-vous que ce n'est pas en vain. Pour les autres, c'est pareil. Si vous voulez critiquer ou encenser, trouvez d'abord la raison pour laquelle vous voulez le faire, et exprimez-la minutieusement, au lieu d'apposer un terme dégradant ou honorable qui ne donnerait qu'une idée vague et corrompue de ce que vous vouliez partager. Et dans vos propos, utilisez des termes clairs, le moins de références obscures possible. S'il y a une référence, vous vous devez de créer un environnement sain, où les personnes seraient à même de vous demander de l'expliquer, sans se sentir gênées. Dans le doute, vous avez le devoir d'expliquer chaque référence. Nous travaillons pour que chaque personne puisse prendre part à la discussion. Donc le propos doit être accessible et tant que possible indépendant de tout autre contenu. Et finalement, quand quelqu'un vous parle ou parle à un groupe, chacun de nous est responsable de l'état de la discussion et de ses conséquences, car chacun de nous a le pouvoir d'interjecter, de couper la parole. Et nous devons le faire dès lors qu'une information fausse est proclamée comme vraie, dès lors qu'un propos ambigu permet de tordre la vérité, dès lors qu'un mot est utilisé de sorte qu'il contredise son sens. Oui, nous créons de la friction. Mais le statu quo lisse et poli n'est pas souhaitable. Alors cette friction, bien qu'elle puisse nous coûter, est nécessaire si on veut changer concrètement les choses. Et nous changeons véritablement les choses. Cette lutte contre l'obscurantisme, bien qu'elle soit permanente et laborieuse, ne doit pas être confondue avec une situation immuable, figée. Nous prenons pour acquis toutes celles et ceux qui y participent déjà, mais avec du recul, on ne peut rien exprimer d'autre que de l'émerveillement pour tous ceux qui l'amènent déjà depuis la nuit des temps et à travers toutes les époques. Les artistes, les libres penseurs, les médias indépendants, les projets encyclopédiques d'ampleur internationale, les militants pour les droits de tous les humains et de toutes les espèces, les travaux scientifiques ouverts, les bibliothèques, les contenus disponibles gratuitement, l'humanité. Devant tout ça, nous voulons naturellement apporter notre pierre à l'édifice, mais comme nous l'avons vu, on peut se sentir personnellement impuissant, oubliant pourtant que notre seule participation, enthousiaste et consciencieuse au groupe, via des interactions directes de qualité, est la plus grosse partie de ce que l'on a chacun à donner. Oui, c'est une vidéo YouTube sur des termes qu'on emploie mal et qui nous ont mis dans la merde en 2022. Mais avant 2027, une des échéances les plus importantes de notre histoire, ça peut aussi être un appel à se prendre en main. Nous, le peuple. Voilà pour le 5e problème majeur qui a causé la défaite du peuple en 2022. Rendez-vous pour le dernier épisode. Un immense merci à Fantatitude, RBHC, Esther Tuvien, Louis Candra, Patrick Grillet, Enzo Dubar, Transultime BG, Earl20, Constantin Levine, Raphaël Crêpe, Marcel P, Sirius Chris, Anjou, Cyberrom, Dad Mulch, Dakev Caps, Hector Balis, Mourk, Lucas Parlog, Pato, Mickey Mas, Attenfin, Soupe à la Soupe, Stefano Prisota, Ibrahim Osmik, Tripon, Adrien Pinchot, Alexandre Delesman, Amila Neb, Arnaud Demoulin, Guigui Hazer, B. Cédar, B6, Clément Cadino, Codorius, Cosmos Wave, Dave Log, Ebaï 2, Emilien Berthélémy, Florent Cohn, Jérémy Guillemot, Kaor
Horn, Lavie, Labantoine, Lambeau of Guillaume, Lemniscat, Léo Juil, Louis Gilbert, Nati Wams, Pac, Paul Sanet, Pourriture Marxiste, Sonja Zeichar, Thomas Fraisse, Valéran, Vincent Thibault, Yannick Fitoussi, Sébastien Lagarde, Ad Ben Salem, Erund Lordiloc, Lou Soré, Maxime Flouriot, Nono Viricel, Reiko Cornix, Tequila 3, Amaury, Frantec, Nathan Feizi, Florent Guiboin, Artis, Kamel Ben Salem, Cyril Balma, Fabio Marola, Bloch, Glenn Janga, Gida, Matt Galliano, Flo Narounet, Pierre Yerholtz, Shane Fire, Sylvie Paris, Timac et Chomp Chomp, ainsi qu'à toutes les autres contributrices et contributeurs qui ont permis à ce projet d'exister.